Bon, bah, ça va pas être facile de reprendre la parole après autant de noirceur et de mal-être et de malaise, mais on va essayer. Oui, avant toute chose, je voulais présenter une invitée qui va nous rejoindre tout à l'heure, Hélène Midjaville, que vous pouvez voir ici au premier rang, et qui est la productrice de Joseph depuis ce dernier court-métrage, Scale, et qui a fondé sa société de production Mélocotone en 2011, avec laquelle elle produit, depuis sa rencontre avec Joseph à Clermont-Ferrand, désormais elle produit aussi de l'animation. Et notamment, vous développez ensemble un projet de long métrage dont on va parler tout à l'heure. Alors Joseph, donc manifestement, en fait, ce qui ressort, je trouve, à la vue de tes films, quand on les regarde les uns après les autres, c'est la grande cohérence stylistique, visuelle, graphique, qui s'est imposée en fait dès ton premier film. Et donc on va essayer de comprendre un peu comment tu as construit ce style visuel et graphique. Mais avant ça, je voulais savoir finalement comment est-ce que tu es arrivé à l'animation, d'où te vient ce choix. Est-ce que c'est d'abord un désir de cinéma, un désir de prise de vue réelle, ou est-ce que ça t'est arrivé d'une autre manière? Yeah, good question. Donc c'est une bonne question. J'ai grandi regardant beaucoup des films plutôt déprimants, britanniques et européens. C'est une coïncidence que j'emploie le mot déprimant réellement. Mon premier amour, c'était vraiment de raconter des histoires. Et je pensais peut-être qu'il y avait cette chose qui pouvait aussi se faire en prise de vue réelle, mais j'ai réalisé en fait que je voulais raconter des histoires différemment, aussi parce que à l'université j'ai découvert aussi d'autres formes artistiques qui exprimaient beaucoup de choses pour moi, la peinture et encore d'autres. Et donc je voulais en fait peut-être approcher cette chose de raconter des histoires, mais de le faire par d'autres moyens. Donc, ma première expérience liée à l'animation, c'était vraiment le coup de foudre de la découverte du cinéma de Jan Svankmajer, qui est ce réalisateur tchèque surréaliste absolument époustouflant. Et en fait, il a une qualité dans son travail assez très tactile, très texturée, avec des problématiques sous-jacentes, politiques et sociales, qui m'ont tout de suite porté à vouloir expérimenter avec l'argile, le latex et des matériels tactiles comme ça, qui m'ont tout de suite porté vers une pratique de stop motion. Mais en fait, quand j'ai donc candidaté au Royal College of Arts avec cette pratique-là, leur refus en fait m'a fait réaliser aussi que peut-être cette pratique était trop proche de cet exemple que je trouvais en Jan Svankmajer et peut-être d'autres, Brothers Clay, tu disais? Quay, les frères Quay. Donc ça m'a amené à la question tout de suite de comment faire en fait quelque chose qui soit plus personnel et qui soit vraiment à l'image de ce qui m'habite. Et en fait j'ai pris ressource dans le travail de Aubrey Beardsley, de Egon Schiele, de Gustav Klimt, en fait pour me porter vers une animation qui serait donc graphique, dessinée. J'ai peu de compétences en tant que dessinateur et en termes de films d'animation strictement parlant technique. Et donc cette peut-être lacune initiale m'a porté vers mon approche personnelle qui est celle de la rotoscopie. Ok. Alors on va venir à ces questions de référence aussi visuelles et picturales. Mais avant d'en venir là, je vais quand même vous montrer un petit extrait d'un des films de Jan Svankmajer qui a inspiré et un des premiers films en fait que tu as vu et qui t'ont
spécialement marqué, les possibilités du dialogue, parce que je trouve ça quand même assez frappant à quel point toutes les influences citées par Joseph, on peut effectivement, une fois qu'on les connaît, les retrouver de manière très frappante dans ces films. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jan Švankmajer, c'est un animateur d'une autre génération puisqu'il a réalisé son premier film en 1964. Il est toujours actif et il se réclame de ce qu'il appelle un surréalisme sarcastique, par opposition à un surréalisme lyrique qui serait celui de l'Europe de l'Ouest. Et je voulais rappeler ça aussi parce que la parenté avec Švankmajer n'est pas seulement plastique, elle est aussi dans un certain état d'esprit un peu grinçant. Donc on va regarder vraiment un court extrait d'1 minute des possibilités du dialogue. Pardon pour cette coupe, c'est pas très agréable. Mais je pense que vous avez compris le principe qui tourne beaucoup autour du malaise de la rencontre entre différentes textures. Tu disais tout à l'heure que après cette rencontre-là, en fait, tu t'es dirigé vers la National Film and School Television. Tu peux peut-être rappeler en fait ton parcours d'études avant cette école-là et ensuite finalement ce que tu as rencontré à la NFTS et ce que tu en as retiré en fait en tant qu'école de cinéma. Yeah, so I went to the National Film and Television School, I think in 2006. That was donc oui, je suis allé au National Film and Television School en 2006. Ça, c'était après le refus de Royal College of Arts. Et donc, ce souhait en fait d'être auteur et peut-être plus individuel dans mon approche de la réalisation a été qui était peut-être plus cultivé au Royal College of Arts. En fait, je l'ai abandonné en faveur d'un cinéma plus collaboratif au National Film and Television School parce que c'était peut-être plus lié à leur façon d'enseigner. Donc il y avait des anciens élèves comme Ramsey ou Nick Park, assez exemplaires de cette école. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai transitionné vers une approche plus collaborative du cinéma. Donc Nick Park, c'était le futur auteur des Wallace et Gromit. Donc côté cinéma, tu cites immédiatement le cinéma anglais déprimant type Ken Loach, Lynn Ramsay ou Trainspotting qui fait partie de tes références.
Et puis il y a une autre influence déterminante qui est celle du dogme 95. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Yeah, I mean, I went to university. Donc à l'université, quand j'étais à l'université, c'était vraiment en même temps que il y avait le manifeste Dogme 95 qui est sorti, et ça m'a vraiment fasciné cette approche de tourner uniquement en lumière naturelle, de tourner dans des décors réels sans ajouter des éléments extérieurs, et c'est très loin de l'animation finalement, mais quelque part il y a quelque chose qui, enfin en tout cas il y a eu ce moment décisif de voir Festen de Thomas Vinterberg, et ça m'est resté. J'ai voulu créer des films qui étaient dans cet esprit-là. Donc j'aimerais peut-être ajouter que pour moi le cinéma, c'est quelque chose qui doit d'être quand même viscéral, d'être physique et immédiat, et j'adore le malaise. Je pense que cet accident, cet événement en fait, ou ce silence qui est malaisant, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la pratique artistique, et je pense que c'est pas seulement du divertissement, il y a cette chose aussi qu'il faut traverser, qui nous fait nous sentir mal. Et c'est vrai que c'est étonnant de t'entendre citer le mouvement du dogme 95 au premier abord, puisqu'il y a chez eux une recherche de naturalisme, de refus du filtre, de la lumière, des décors, etc. Alors que quelque part, ton cinéma va vraiment à l'inverse d'un point de vue esthétique. En revanche, il y a quelque chose qui se rapproche très fortement de ce cinéma-là, c'est, en tout cas tel que eux le formulent, c'est la recherche de la vérité à tout prix. Est-ce que ça t'a intéressé chez eux? Yeah, I mean, it's fascinating to me that oui, en fait, il y a quelque chose pour peut-être qui est fascinant pour moi, par exemple, déjà dans Stand Up, mon film de fin d'études, et aussi dans The Pub, on m'a aussi beaucoup demandé est-ce que c'est des films documentaires, et ça m'a un peu frappé. En même temps, c'est vrai que le sound design est très réaliste, et par ailleurs, ce sont des scènes souvent que j'ai pu entendre. Par exemple, quand je vivais au-dessus d'un pub, j'étais vraiment proche de cette réalité-là, et donc certes, c'est peut-être exagéré au niveau de l'image et dans la patte graphique, mais ça prend vraiment racine, ça se ressource dans la réalité. Yeah, I do find that link somewhere, even though it's very tenuous. Ok. Et pour ce qui est de tes inspirations artistiques, tu les as évoquées tout à l'heure, est-ce que tu veux en dire un mot? Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui continue à t'intéresser chez ces peintres? Yeah, I mean, donc oui, ces artistes, pour moi, disent plus que tout un catalogue de films. Et rien que prendre Egon Schiele, c'est comme si chaque trait était racontait quelque chose, c'est si précis et c'est si chargé d'émotions. Et dans l'animation, comme vous le savez, ça prend vraiment tellement de temps, et il n'y a aucune répétition. En fait, chaque photogramme est dessiné, ce qui veut dire que en fait, je me souviens de là où j'étais et dans quel état j'étais avec chaque ligne que je dessinais, et je pense que ça me porte en fait à être juste émerveillé en fait de la simplicité et de tout ce qu'elle peut évoquer. I can remember almost where I was when I made that line, you know. So that kind of simplicity, but expressing so much, just it's such an inspiration to me. Oui, peut-être il y a quelque chose de romantique dans le fait que Beardsley et Schiele sont morts jeunes quand ils avaient la vingtaine, et qu'ils ont pu créer en fait dans ce temps court autant de travail qui est resté, qui dure en fait avec le temps. Et avec Paula Rego, il y a quelque chose qui en fait ça raconte tellement de choses dans son imaginaire, qui puise dans les contes de fées, mais avec quelque chose, une tournure sombre. Et ce qui me frappe aussi, parce qu'il y a d'autres artistes que tu cites très souvent, comme David Hockney ou Dali
ou le photographe Martin Parr, ou le peintre Lucien Freud. C'est aussi une capacité narrative très forte à l'intérieur de chaque image, y compris les images fixes. Voilà, et c'était pas une question. Mais l'autre chose qui me fascine, c'est que tu sembles avoir trouvé ton style, ta patte, dès tes tout premiers films d'étudiants. Alors on va peut-être les montrer pour que ce soit plus clair. Est-ce que tu veux dire un mot sur Big on Love avant qu'on le montre? This was just a first year kind of experimental piece. Donc ça, c'est un film de première année. C'est vraiment quelque chose pour expérimenter. Et j'ai expérimenté la technique de rotoscopie et j'ai réalisé en fait que ça avait vraiment peu d'intérêt s'il n'y avait pas quelque chose qui était exagéré, par exemple une langue ou des yeux. Suzanne, it's Carl. LlamaLovers.com. Sunday evening, right? I'm Karen. Oh. Why did you do that? I suppose I thought you needed a woman's touch. You did? Chin up. Good looking. When I still animated on paper. Parce que je faisais encore des animations sur papier. Ok, tout de suite, je vais vous montrer aussi un extrait de stand-up. Est-ce que Joseph, tu veux expliquer juste avant d'où vient ce film, l'idée de ce film de montrer un comique en plein numéro de stand-up? Donc après avoir exploré cette idée d'un dialogue intérieur, j'ai tout de suite compris que peut-être c'était quelque chose qui pouvait être exploré à travers un comique de stand-up et que ce serait parfait comme approche et comme personnage pour porter cette histoire parce qu'il y a cette chose malaisante et très intense dans l'expérience de faire du stand-up et aussi on est très exposé et vulnérable. Alors, donc là également, on va voir un court extrait. Donc, juste pour remettre en contexte, le personnage principal est en plein numéro comique qui est en train de tourner très mal, puisque le public le rejette et le traite de raté, en gros. Okay. I have a unique way to prevent drink driving. Step 1. You stop drinking and driving at the same time. Step 2. You place well-padded kids on the corner of every road. The reason being, if you hit a child, you'll make sure it never happens again. Now, your mind does something strange in a crisis. They say you go into automatic, but unfortunately I was driving a manual and so I just slammed it straight into 4th gear. No, I didn't stop to see if she was okay. I think it was a she anyway, or a boy with long hair.
Third and final step, however inspired you are, do not, under any circumstances, attempt to write your opening gag on the steering wheel. Ok, une fois de plus, désolé pour ces coupes. Mais sachez que vous pouvez retrouver les films de Joseph sur son site, si vous voulez le voir en entier. Je crois que là, il y a, effectivement, on trouve déjà cette disposition pour la mise en scène du malaise, mais aussi de l'échec. Est-ce que, du coup, pour toi, faire des films, c'est vraiment aller toucher là où ça fait mal? Est-ce que c'est ça ton intention première? Est-ce que tu es un pervers sadique en tant que cinéaste? Individual. Yeah, I think it is the intention. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est l'intention. C'est ce qui me parle en fait dans le travail des autres, et donc forcément c'est ce qui me porte aussi à créer dans mes propres films. Et si ces films ont tourné, qu'ils ont pu aller dans divers continents et pays, je pense que c'est parce qu'ils expriment peut-être quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup en fait dans la Grande-Bretagne, ce malaise social qui fascine les publics, aussi dans un côté voyeur où on voit ces scènes, cette comédie, ce comique qui est en train de complètement rater son coup, ou des familles qui sont dysfonctionnelles, et quelque part ça parle en fait à une condition humaine. Et oui, aussi au sujet du stand-up, c'est marrant, mais il y a un ami qui produit une série en ce moment sur Netflix, vous avez peut-être entendu parler, Baby Reindeer, et il y a un photogramme de ce film qui ils m'ont demandé de pouvoir l'utiliser. Finalement ça n'a pas été utilisé, mais clairement peut-être il y a cette parité autour du malaise et de quelque chose de viscéral et de physique et d'immédiat qui sort en fait dans le malaise créé par le fait d'être à la merci d'un public quand on est comique de stand-up. Ouais. Alors je crois que cette sensation de malaise, elle est permise aussi, en tout cas elle est exprimée particulièrement par cette technique de la rotoscopie. Donc on va en parler un petit peu. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette technique, c'est une technique très ancienne en fait dans l'animation. Elle a été brevetée en 1915 par les frères Fleischer, qui sont les créateurs de Betty Boop ou de Coco le clown. Et à l'origine, donc l'idée, c'est une technique qui permet de reproduire image par image un tournage réel en le redessinant. Donc ça permet en fait de profiter du naturalisme du mouvement tout en imprimant un style graphique spécifique. Alors évidemment, avec les évolutions technologiques, on n'a plus besoin de papier pour redessiner, pour rotoscoper. Tout peut être fait par ordinateur. Mais le principe reste le même, puisqu'on pratique toujours un tournage en prise de vue réelle avant de redessiner en animation par-dessus les séquences filmées. Alors, cette technique, du coup, Joseph, comment est-ce que tu l'as découverte? Et pourquoi est-ce que tu as plongé là-dedans, et pourquoi est-ce que tu la gardes toujours aujourd'hui? I think I discovered it just because I can't draw very well. Je l'ai découvert, je pense, parce que je ne sais pas très bien dessiner. But it did become oui, après c'est devenu peut-être une façon de continuer à employer les méthodes du cinéma traditionnel, c'est-à-dire travailler avec une équipe, avec des acteurs, des monteurs, mais ensuite de pouvoir ajouter à ces éléments en prise de vue réelle d'autres couches d'intérêt, de profondeur, et c'est devenu donc en fait une façon parfaite pour moi de m'exprimer.
Ça me permet aussi d'utiliser ma propre image comme référence. Comme vous voyez, on peut me reconnaître un peu dans ces images. Et ça permet aussi d'explorer des thèmes qui sont peut-être parfois délicats. Par exemple, même l'injection d'une drogue, ça peut être une image très explicite si elle est vue en prise de vue réelle. Mais en animation, c'est tout de suite plus digeste avec ce côté fantastique qui est ajouté. Et donc, ça permet d'ouvrir la conversation sur des choses qui sont peut-être pas évidentes. En tout cas, j'ai l'impression que ce qui t'intéresse dans la rotoscopie, c'est pas tant le naturalisme du mouvement que justement le frottement entre l'impression de réalité et le côté déformant, bizarre du dessin que tu imprimes dessus. Et je suis tombée en fait sur un texte d'un réalisateur québécois, Pierre Hébert, qui a utilisé en fait, il définit l'animation comme ça. Alors je vais vous le lire. Je le cite: la rotoscopie a accompagné l'animation sur toute la durée de son histoire comme une sorte de double fantomatique. Il dit aussi: la rotoscopie constitue une sorte de retour du refoulé, comme si l'animation avait besoin de faire ressurgir son autre absolu, le mouvement réel. Voilà, donc je trouve que ces expressions, le double fantomatique et le retour du refoulé, en fait, c'est des phrases qui fonctionnent particulièrement bien avec ton cinéma. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, tout de suite, je peux dire que je suis réprimé et que mes films le sont aussi. Et que la rotoscopie, c'est déjà un mot qui est peut-être mal vu dans des cercles d'animation. Dans certains festivals, on peut entendre que c'est peut-être une technique plus facile ou inférieure d'animation. Mais à mon sens, c'est une technique qui est qui peut être brillante ou ennuyeuse en fait. Et peut-être l'intérêt de cette technique est plutôt dans ce qu'elle a dans sa capacité à déformer ou à le morphing spécifiquement, une espèce de métamorphose ou une transformation de l'image organique. Et aujourd'hui, il y a d'autres techniques qui s'apparentent un peu à la rotoscopie, qui permettent en tout cas de capturer un mouvement réel, comme par exemple la motion control, mais qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Est-ce que c'est des techniques qui t'ont intéressé, que tu as exploré, que tu as envisagé ? I think there's always a conversation about donc oui, il y a souvent une conversation autour d'autres technologies, de l'IA, comment ça peut aider dans le processus. Et c'est vrai que je vois qu'à l'échelle de scale, par exemple, ça peut aider au niveau de la production, des toiles de fond, des arrière-plans. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a toujours besoin de cette touche personnelle, même chez des réalisateurs que j'admire beaucoup, Richard Linklater avec Waking Life. Il a en fait quelque chose qui peut-être se perd un peu, même si j'aime beaucoup ses films. Et c'est pour ça que quelque part, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu maso chez moi peut-être, mais j'ai envie de dessiner chaque photogramme pour ne pas perdre cette touche personnelle. That is very important to me. Until I see something that can replace it, I'll keep doing it that way. Ok. Et donc, avec le côté aussi dépréciatif que peuvent avoir parfois certaines personnes sur la rotoscopie, ce ne serait pas de la vraie animation. Il y a aussi l'idée que c'est une technique qui peut être très économe. Est-ce que ça t'intéresse ? Ça te parle en tant qu'animateur ? That it's economical. Financièrement, mais aussi en énergie, en temps de travail. Est-ce que tu trouves que c'est vrai ? I mean, I think it can be if it is something donc,
c'est vrai que ça peut être économique. Si on prend la technique de Bob Saviston qui a fait cet effet pour Richard Linklater, en effet, on gagne en temps. Mais en fait, ma forme est plutôt peu économique. En fait. Mais par contre, c'est vrai que quand on a travaillé sur Scale, et c'est le premier film où il a fallu que je travaille avec une équipe et que je délègue aussi une partie de ce travail d'animation. L'enjeu, c'était aussi de comment rendre ce style, mais qui était personnel, mais avec une équipe. Donc je suis plutôt heureux parce que le pari me paraît réussi, et c'est grâce à une équipe très talentueuse d'animateurs. Ok, alors on va rester encore un petit peu sur les films que tu as réalisés quasiment entièrement seul, notamment Family Portrait. Est-ce que tu peux revenir sur l'origine de ce film, de cette idée du portrait de famille ? Après stand-up, j'étais un peu à la recherche d'autres situations malaisantes, un peu de ce type. Et au début, je pensais au dîner de famille, des situations comme ça, mais il y avait ce site web qui s'appelle Awkward Family Photos, et il y avait juste une collection de photos de famille très étranges et malaisantes, et j'étais toujours fasciné en fait par l'histoire derrière ces images, parce qu'elles racontaient tellement plus que juste cet arrêt sur image, et c'est là d'où j'ai tiré l'inspiration pour Family Portrait. Donc ça, c'est par ailleurs un film que j'ai animé exclusivement sur papier, et c'était aussi le film qui a été le plus rapide pour moi de créer. En 3 ou 4 mois, je suis passé du scénario jusqu'à un film fini. C'était quand même un peu douloureux, mais c'était tourné en 1 jour seulement, dans des super conditions, avec des comédiens géniaux, et je me suis retrouvé donc avec plein de photogrammes, une pile énorme que je distribuais un peu partout où j'allais, et que j'en ai encore un peu. Fallait en apporter. I should have brought some. Yeah, I didn't want to seem too arrogant. Je voulais en apporter, mais je voulais pas sembler trop arrogant. Et alors, est-ce que tout est scripté et écrit à l'avance sur ce film, ou est-ce que tu profites de tes comédiens pour des moments d'improvisation ? Oui, c'est assez scénarisé réellement, et dans stand-up, c'était un vrai acteur, un vrai comédien de stand-up, et il a insisté sur le fait de ne pas improviser parce qu'il ne voulait pas qu'on confonde ce scénario et ses répliques pour quelque chose qu'il dirait dans son stand-up à lui. Par contre, dans A Family Portrait, le rôle du père, c'était un ami à moi, et lui, il a un peu pris des libertés, et pourtant, ces répliques qu'il a improvisées sont certaines qui font vraiment rire, donc je lui pardonne. Et je peux ajouter que The Pub, c'est peut-être mon film le plus improvisé. L'acteur du gangster, notamment, c'était vraiment de l'impro, ce qu'il a fait avec le gorille. C'était écrit dans le scénario, mais j'avais l'intention de le faire au niveau de l'animation, et il m'a donné beaucoup de matériel avec lequel travailler. Et dernière question pour The Pub, et puis ensuite on passera à ton dernier film. Oui, est-ce que d'où vient l'idée de ce film ? Est-ce que à ce stade, tu avais décidé de faire une collection des lieux potentiellement les plus glauques pour tes films ? Donc oui, je vivais en fait à l'époque dans un pub au-dessus d'un pub à Camden, à Londres,
avec le manager du pub, la manageuse, et aujourd'hui on a des enfants ensemble, on est toujours ensemble d'ailleurs, et elle n'est pas anglaise, donc elle avait ce regard un peu, ce témoin de la culture britannique en fait, qui était pas toujours glorieuse en tout cas, mais en tout cas ce regard qu'elle portait sur le pub, pour moi c'était... ça m'apportait, ça me faisait prendre un pas de côté aussi dans mon regard. Et j'ai commencé à écrire ce film et à le créer pendant une résidence au Japon, pour lequel je l'avais vendu un peu comme un regard sur ma culture que j'allais présenter au Japon. Ok, je ne sais pas s'ils vont t'embaucher comme ambassadeur du coup en Angleterre. Pour la dernière partie de cette discussion, on va inviter Hélène Midjavillet à se joindre à nous. Midjaville, pardon. Oui, très bien. Hélène, est-ce que tu veux raconter un peu comment tu as rencontré Joseph et ce qui t'a attiré dans son travail et comment s'est mise en place la collaboration ? En fait, ça marche, oui. Quand on s'est rencontrés, donc on s'est rencontrés avec Joseph au Festival de Clermont-Ferrand, qui est un des festivals les plus importants pour les courts-métrages dans le monde. Et moi, je suis allée directement le voir pour travailler avec lui parce que j'avais déjà vu ses films tourner. Ses premiers films avant Scale avaient eu effectivement un succès important au festival. Donc, il était déjà très identifié. Et donc, voilà, tout naturellement, je suis allée le voir. Et pour moi, c'était un challenge parce que moi, je venais pas de l'animation. En fait, avec ma société, j'ai produit beaucoup de courts-métrages de fiction. Maintenant, je passe au long. Et c'était une première animation pour moi. Donc, j'étais très reconnaissante à Joseph de me faire confiance, puisqu'il y avait un gros challenge technique et que c'est toujours difficile de faire sa première animation, comme c'est difficile de faire son premier long. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, on a eu un long travail de développement parce que, effectivement, comme on l'a dit jusqu'ici, le style de Joseph est très particulier. Et donc, le risque, si on voulait produire un film où lui ne dessinerait pas de bout en bout, c'était vraiment d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir quelque chose où on le reconnaisse et qu'on ne se retrouve pas avec un public qui dise bon bah c'est super mais en fait il y a eu une production, du coup c'est plus du Joseph Pearce. Et effectivement on aurait pu décider de juste lever de l'argent non territorialisé, d'être à peu près libre avec l'argent qu'on avait et juste de lui allouer cet argent et qu'il dessine entièrement le film, mais c'était pas ça qui était intéressant, ni pour Joseph, ni pour moi. L'idée, c'était justement de commencer à travailler avec une équipe pour pouvoir aussi voir vers l'avenir et voilà, voir comment on pouvait déléguer ce style qui était vraiment si personnel. Et justement, est-ce que vous pouvez préciser techniquement, peut-être Joseph, comment tu as fait pour déléguer ce style ? Et aussi ensuite en termes de production, comment vous vous êtes organisé, puisqu'en plus c'était une coproduction, donc d'autres enjeux de répartition du travail. I love hard work. Joseph, il a oui, un travail très difficile. En fait, après le tournage, du coup, il y a eu une longue phase de préparation de l'animation. Et Joseph a quand même beaucoup dessiné. Il a dessiné toutes ce qu'on appelle des poses clés du film. Et après, autour de lui, il y avait une animatrice qui habite à Londres, qui est une Polonaise très talentueuse, Natasha Setner, qui dessinait avec lui et qui dessinait certains plans et qui faisait des retouches sur certains plans qui nous remontaient. Et il y avait une directrice d'animation en France qui chapeautait les 2 studios à Lyon et à Strasbourg
et qui filtrait les plans, qui recevait les plans et qui, avant qu'ils soient envoyés à Joseph, faisait faire des retouches. Ensuite, Joseph demandait d'autres retouches. Parfois, elles étaient finalisées par Natacha. Donc, il y avait 9 animateurs et 2 fonctions de supervision très importantes, en plus du travail très important de Joseph. Voilà. Quand on produit un film comme ça, qui est assez ambitieux, il s'agit du coup de lever un financement conséquent. Effectivement, c'est une technique, la technique de Joseph, qui n'est pas du tout une technique qui est peu coûteuse, au contraire, parce qu'il s'agit de financer 2 voire 3 films pour un budget de film. Donc, puisqu'on a le tournage en prise de vue réelle, et puis toute l'animation qui est faite en fait comme si le film était entièrement dessiné en 2D, image par image, très précisément. Donc c'est très cher. Donc il s'agit d'aller chercher de l'argent dans différents territoires avec les partenaires avec qui on aimerait travailler. Et une fois que l'argent est levé, la répartition du travail n'est pas forcément évidente puisqu'il y a de multiples possibilités. Dans le cas d'une production comme celle-ci, comme il y a plusieurs étapes à la production, le point positif, c'est qu'on peut découper la production en différentes parts de production qu'on va allouer à chacun des partenaires. Et donc, ce découpage demande une réflexion stratégique et financière assez poussée avec tous les tenants et aboutissants. Et donc conduit parfois à prendre des décisions qui sont même irrationnelles. Par exemple, on a pris la décision de tourner la partie prise de vue réelle à Londres. Financièrement, c'était totalement irrationnel. À ce moment-là, c'était le Covid. On avait en France le CNC qui prenait en charge les pertes liées au tournage qui étaient arrêtées pour cause de Covid. En Angleterre, j'avais pas ça. Donc, si on avait eu juste un seul cas Covid pendant les 6 jours de tournage, en fait, j'aurais perdu 50 000 € d'un seul coup. Mais on a pris ce risque parce que, en revanche, le choix du tournage à Londres, artistiquement, il était incontestable. Et puis, après, on a organisé au mieux entre les différents studios qui ont tous été très compétents et très coopératifs et avec qui on discute pour la suite. Et effectivement, pour que ça fonctionne, les fonctions de supervision étaient vraiment cruciales. Et tout ça a pu s'organiser alors que chacun restait chez soi, puisqu'on était en plein Covid. Oui, alors ça paraît complètement fou. Ça fait un peu film du futur. Et alors, si j'ai bien compris techniquement, mais vous allez me corriger si j'ai mal compris, en fait, pour déléguer ton style, ce que tu fais, c'est que tu dessines la première image du plan et ensuite tu délègues le plan à un animateur, c'est ça ? Yeah, more or less. Oui, enfin plus ou moins. En tout cas, c'est la première et la dernière image du plan. Et si c'est complexe, peut-être quelques plans au cours de quelques photogrammes au cours de ce plan, quelques frames. En tout, pour le film, j'ai dessiné 800 poses clés. Pour Scale, ce qui n'est quand même pas rien au final, mais et du coup j'ai aussi créé une bible graphique qui posait un peu les règles pour que ça préserve une cohérence. Ok. Alors il nous reste plus beaucoup de temps et encore beaucoup de questions. Du coup j'ai un peu envie de proposer que ce soit à vous de prendre la parole si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez choisir quels aspects on continue à développer avec Joseph et Hélène, si vous avez des questions à poser. Bonsoir, merci pour cette séance. Je me posais une question sur The Pub. Il y a des éléments du décor qui ne sont pas visibles tout le temps, comme la pancarte Please Don't Call Me Love. Et je me demandais si vous rappeliez comment vous avez eu cette idée de ne pas faire apparaître le décor tout le temps, enfin certains éléments du décor tout le temps.
Donc c'est une chose que j'ai déjà explorée avec stand-up, et c'était peut-être plus par paresse, dans la mesure qu'il fallait animer tout ce public, et donc parfois juste je l'éteignais comme ça, et comme ça je pouvais me concentrer sur ce qui m'intéressait. Mais en fait cette chose ça a plu, et finalement donc avec Pub il y avait ce monde réel qui me fascinait, qui me tenait à cœur de le représenter, le lieu du pub. Et donc, en fait, c'était peut-être quelque chose de plus sélectif pour guider le regard du spectateur, un peu manipuler cette expérience pour attirer l'œil là où c'était intéressant. Looking where you want, really. And it is the pub I lived in, so it's kind of a character in its own right. C'était le pub où j'habitais, où on a tourné, donc c'est un peu un personnage à part entière. Oui, mais je peux aussi parler très fort, peut-être que ça, c'est bon. Je voulais revenir sur la rotoscopie, parce que quand je vois vos films, effectivement, au début, la première impression, c'est « Ah, c'est de la rotoscopie » et on reconnaît votre style, mais en fait, je trouve que ce n'est pas, ou très très peu, de la rotoscopie. La rotoscopie n'est qu'un point de départ pour s'en éloigner beaucoup. Et donc, est-ce que vous considérez quand même que ce que vous faites se rattache à la rotoscopie, ou c'est juste un point de départ, un peu comme d'autres cinéastes d'animation vont tourner des séquences pour s'en servir d'inspiration en redessinant l'ensemble? Yeah, I mean, when I watch them, I don't really think they're rotoscoped. My mind tricks itself. It's definitely is a loose form, you know, and you could almost see it as using reference, just like other animators would. You know, the more I deviate from the live action, the more interesting it is, and the more my mind can sort of run wild. So yeah, it's I mean, really it's just a sort of semantic argument in a way, and it's something we talk about when we talk about funding even, and it seems a bit ridiculous, but it's it's what the situation is really. I think there was a Richard Linklater film just a few years ago that was not allowed to be up for an animated Oscar because it was considered rotoscoped. I might have got that wrong, but I think something like that. Oui, et après, quand il y a un mélange de techniques, on peut aussi bien dire tout simplement que c'est de l'animation, parce que quand on prend Saut l'aveugle, Femme endormie, par exemple, où il y a eu un tournage aussi pour ce film, aussi pour J'ai perdu mon corps, et finalement, à partir du moment où il y a une recherche avec différentes techniques, c'est juste un mot qui est... S'il est mal utilisé, c'est dommage. À mon regard, oui, quand je regarde mes films, je vois plus de la rotoscopie, en effet. Mon cerveau me joue un peu des tours, et donc même dans le processus, c'est vrai que ça ressemble peut-être comme d'autres filmmakers qui filment comme des séquences pour référence. C'est vrai que ça se rapproche de ça. Mais et aussi, le plus que je me détache de ces images initialement tournées, le plus je sens que je peux me libérer et imaginer librement. Donc quelque part, il y a un peu comme si c'était une question sémantique absurde qui n'était pas si intéressante que ça, et ça me fait penser que Linklater était privé dans un nouveau film, un film récent à lui, d'un Oscar pour un film d'animation parce que c'était un film en rotoscopie. C'est juste un mot, mais une phrase pour répondre à ce que disait Hélène. Il y a des films qui sont faits en rotoscopie et qui, à l'arrivée, on ne voit pas que c'est de la rotoscopie, alors que pour Joseph, c'est presque le contraire, d'un certain point de vue. C'est-à-dire que ça donne l'illusion que c'en est, alors que c'en est pas beaucoup, pas vraiment. Alors, je vais juste en profiter pour montrer d'autres étapes de fabrication de scale. Ici, l'animatique.
Pendant qu'on continue à discuter, on pourrait peut-être revenir sur l'origine de ce film, Scale, donc cette nouvelle de Will Self que tu as lue ado dans les années 90 et qui a continué en fait à te hanter. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui t'intéresse dans ce livre et dans l'œuvre de Will Self en général, puisque tu comptes adapter encore une autre de ses nouvelles au cinéma? Yeah, I think oui, je me souviens avec Scale que j'étais vraiment très fasciné et frappé par en fait cette notion qu'un homme confondent et pensent qu'il y a une confusion entre ces veines et le système autoroutier du Royaume-Uni. Mais c'est seulement plus tard, en fait, en travaillant avec la rotoscopie, que j'ai pu constater que c'était comme un lien parfait entre ma façon de travailler et son récit, que ça devait se faire. Will Self, il faut dire qu'il occupe un espace assez particulier dans le champ littéraire. Parce que c'est pas tout à fait de la science-fiction, on peut dire que c'est comme une déformation de la réalité. Pour moi, c'est une première adaptation et je pense que ça intervient à un espace intéressant pour moi parce que je pense que je me retrouve aussi dans ce cas de figure de déformation de la réalité. Il y a une expression que tu utilises souvent, c'est celle de monologue intérieur, la représentation d'un monologue intérieur. Il me semble que c'est une expression qu'on trouve plutôt d'habitude dans le monde littéraire pour qualifier le travail d'écrivains comme Virginia Woolf, James Joyce, Faulkner. Et il se trouve que tu as fait ta première adaptation littéraire, tu te prépares à en faire une deuxième. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de fondamentalement littéraire dans l'animation ? Pas vraiment. Parce que c'est assez difficile en fait. Will Self, donc il a cette façon d'écrire où il y a des jeux de langage et c'est assez littéraire et en fait on perd l'histoire un peu. Et on a de moins en moins de visuels en fait ou d'images. On est dans la langue et en fait ça devient très gratifiant donc de retrouver l'image et de pouvoir peut-être extraire ce récit. Ok. Pour terminer, je me disais que vous pourriez peut-être nous dire un mot de votre projet de long métrage que vous développez en ce moment. Qu'est-ce que ça va être? De quoi ça va parler? Où ça en est? Elena's spoken about it a lot more than me, so you can explain. Donc, How the Dead Live, Ainsi vivent les morts en français. C'est donc une adaptation d'un roman de Will Self. On poursuit le travail avec Will Self puisque il y a vraiment une communauté artistique en fait entre Will Self et Joseph. Will Self, c'est un auteur vraiment très brillant et très exigeant. Et il a salué les choix artistiques de Joseph pour le court-métrage. Le court-métrage a un petit peu constitué le début d'un dialogue entre eux. Et donc... Donc c'est un peu tout naturellement quand on a cherché le matériel sur lequel travailler qu'on est retombé sur Will Self qui effectivement a cette place très particulière d'avoir ce décrochage du réel sans être dans le fantastique. Et donc le film ce sera une réflexion satirique et métaphysique sur la mort et sur l'au-delà. Le livre lui-même suit la structure du livre tibétain des morts donc notre film aussi d'une certaine manière, on est encore au début de l'écriture mais on y découvrira en un mot Lily qui meurt du cancer et qui ne croit pas au paradis et donc quand elle meurt elle est surprise de découvrir que non seulement le paradis ou en tout cas l'au-delà existe mais c'est une banlieue un peu détruite, un peu
bastardisée de Londres. Et elle est accompagnée dans la vie après la mort par un guide spirituel qui est un chauffeur de taxi aborigène et qui lui fait découvrir ce monde où elle découvre les graisses qui sont des formes. Ça, on peut découvrir peut-être dans les images après. Des formes qui sont un petit peu la somme du poids qu'elle a gagné et reperdu année après année. Elle découvre un fœtus calcifié qui lui chante des chansons des années 90. Et en fait, dans toute cette découverte de l'au-delà, alors qu'elle se rend à ces réunions des personnellement morts organisées par la mortocratie, elle n'a de cesse de vouloir retrouver ces 2 filles dans le monde des vivants. Et donc, elle met tout en œuvre pour les retrouver. Et donc, c'est comme un coming of age un peu tardif, où on découvre cette femme qui va réussir à résoudre dans la mort ce qu'elle n'a pas su résoudre de son vivant. Et finalement, on a peu de prise sur ses enfants, à les laisser partir et se retrouver, elles deux, entre elles. Et on est au tout début de l'écriture. Grâce à la sélection de Scale à la semaine de la critique, on a pu commencer à le développer à l'atelier Next Step, suivi d'un autre atelier qui s'appelle Pop-Up. On a eu une petite aide à l'écriture de la région Grand Est et je l'ai présenté dans un workshop de producteurs qui s'appelle ACE. On continue avec notre co-auteur Nadja Dumouchel. Et voilà, vers une version plus aboutie dans l'optique de financer et produire dans les prochaines années. Et c'est donc un projet de long métrage animé adulte. On sait que c'est vraiment un défi à mettre en place, à financer, à développer. Est-ce que Joseph, qu'est-ce que tu penses de la production animée adulte en ce moment ? Est-ce qu'il y a d'autres films qui t'ont inspiré, donné envie d'y aller ? Tu penses qu'on en est à quel état en ce moment à ce niveau-là ? Donc je ne sais pas si je suis vraiment à jour, mais je peux dire que j'étais très encouragé de voir des films tels que Persepolis, Valse avec Bachir, J'ai perdu mon corps, enfin je ne sais pas si c'est la traduction française, I Lost My Body, J'ai perdu mon corps, oui. Et bien que c'est encourageant de voir ces films, ça n'enlève pas que c'est difficile à vendre donc les films d'animation pour adultes. En tout cas, c'est le cas au Royaume-Uni. Mais je pense qu'avec ces cours, peut-être qu'on a quelque chose qui peut faire preuve de la capacité à passer à la prochaine étape, le long métrage. Ça reste un marché de niche. Hein. C'est effectivement un gros challenge de financer une animation adulte, mais les distributeurs, les vendeurs commencent petit à petit à s'ouvrir de plus en plus. Et les spectateurs, quand on voit la sélection cannoise de cette année, il y a des films d'animation là où il n'y en avait jamais avant. Donc c'est quand même plutôt positif comme évolution. Et puis on peut aussi imaginer que le film rencontre l'intérêt de plusieurs partenaires internationaux et qu'on réussisse à monter un financement comme ça entre divers pays. Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter vraiment bon courage, bonne chance, et on a hâte de voir ce futur film sur les écrans. Merci beaucoup Hélène et Joseph, et à très bientôt pour le long métrage.